Imagine un instant, tu as de l'USDC, tu as de l'USDT, tu te dis simplement que tu as des dollars crypto, en fait, hein, des tokens qui sont liquides, qui sont rapides, qui sont disponibles en fait 24 heures sur 24, que tu peux utiliser partout dans le monde, sans aucune banque, sans conseiller, sans rendez-vous, sans horaire d'ouverture. Mais en réalité, ce que tu as dans ton wallet aujourd'hui, hein, l'USDT et l'USDC, c'est en train de devenir vraiment autre chose. On va en parler dans cette vidéo. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va se faire progressivement, mais tu vas voir que les stablecoins sont en train de devenir... on va en parler dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic pour avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Je suis versé dans l'art du mining. Et ce que j'aime, moi, c'est chercher des coins intéressants à miner. Voir un peu quel est le narratif, la tendance du moment, analyser un peu tout ça. Et vous proposer les meilleurs coins au meilleur prix, sachant que on est quand même plus de 600 aujourd'hui sur mon Discord. Donc, on essaie de profiter un peu de tout ça. Voilà, donc c'est tout, c'est simplement ça. Voilà, ce sont des alphas que je donne avec grand plaisir. Et puis, je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Alors, on va pouvoir poursuivre la vidéo. Les stablecoins sont en train de devenir autre chose que ce qu'on pense qu'ils sont. En vrai, avec les nouvelles lois qui sont en train de sortir, qui ont été votées il n'y a pas très longtemps, là, ça va devenir en fait des comptes bancaires déguisés. Alors, l'idée, c'est pas que de faire une vidéo panique, dans le genre tous vos wallets vont être bloqués, vous allez voir KYC sur vos wallets perso, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, en vrai, c'est plus subtil que ça. C'est pas de devoir faire un KYC sur ton hardware wallet. Et c'est pour ça, en fait, que c'est un sujet qui est important, parce que c'est beaucoup plus subtil. Aujourd'hui, le régulateur américain, il est en train de dire on fait rentrer les stablecoins dans le système. Ils disent pas on va tuer les stablecoins. Et en fait, c'est une phrase qui change tout, parce que faire rentrer les stablecoins dans un système et pas interdire une technologie, c'est absorber les stablecoins dans le système, dans Wall Street, faut être très clair. Et donc, quand un État interdit quelque chose, tu vois, ça fait du bruit, tout le monde le voit, ça va créer une opposition, ça va déclencher des débats. Donc, tu vois, c'est trop visible, quoi. Par contre, quand un État décide d'absorber une technologie, c'est plus discret, parce qu'il va créer des règles, il va imposer des licences. C'est ce qu'on est en train de voir, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis et en Europe. Il va demander aussi l'identification des gens qui possèdent ce type de crypto. Il va imposer des obligations de surveillance aux exchanges, par exemple. C'est juste un exemple, via MiCA. Et il va forcer tous les acteurs à se conformer sous peine de poursuite. On a déjà vu ça, je vous ai montré déjà ça dans d'autres vidéos. Donc petit à petit, ce qui au départ était en vrai un outil qui était libre, ça devient une infrastructure officielle, et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les stablecoins. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que le rôle des stablecoins dans la crypto, pour beaucoup de débutants, en fait, un stablecoin, c'est juste un dollar numérique. Ça, c'est vraiment un truc de débutant. On se dit, un USDT, c'est égal à 1 dollar. Un USDC, c'est égal à 1 dollar. Tu te dis juste ça, quoi, en fait. Mais la réalité, elle est différente. Les stablecoins, c'est bien plus important que ça. Aujourd'hui, c'est le rail du marché crypto. Le marché crypto ne fonctionne quasiment que grâce aux stablecoins et à Bitcoin, évidemment. Quand tu vas acheter un altcoin, par exemple, d'abord, tu vas passer en stablecoin avant d'acheter ton altcoin. Quand un trader il va sortir d'une position pour éviter de retourner, par exemple, en euros, il va passer par un stablecoin. Quand une plateforme elle veut proposer, par exemple, une liquidité, elle va utiliser des stablecoins. Quelqu'un, par exemple, qui veut envoyer des thunes à l'étranger rapidement, il peut utiliser des stablecoins. La DeFi, elle fonctionne, elle repose en vrai sur les stablecoins. Donc les stablecoins, c'est vraiment pas un détail, c'est la plomberie aujourd'hui des crypto-monnaies. Et celui qui contrôle la plomberie contrôle une énorme partie du marché des crypto-monnaies. Et c'est là, en vrai, qu'arrive le Genius Act. Il porte bien son nom, parce qu'il est assez
c'est assez vissard en vrai ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Aujourd'hui, le régulateur, il veut imposer aux émetteurs de stablecoin des règles beaucoup plus proches que celles par rapport au système bancaire, tu vois. Il veut intégrer des règles qui sont quasiment celles du système bancaire. Donc aujourd'hui, un stablecoin, il nous parle de faire de l'identification de clients. Bon, tu connais la chanson, hein, identification de clients, lutte contre le blanchiment, sanctions, surveillance, activité suspecte. Est-ce que ton activité est suspecte? Est-ce que tu es un terroriste? Hein, toi qui vis dans ta campagne natale, est-ce que tu es un terroriste? Est-ce que tu fais du blanchiment de l'argent? Eh bien oui. Hein, et tout ça avec des capacités techniques, évidemment, pour bloquer, geler, rejeter des transactions. Donc voilà, tu as compris que on peut se dire, c'est juste une réglementation de plus. Au final, c'est pas si profond que ça va rien changer, etc. Mais la vérité, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça, puisque ça change la nature même des cryptos et des stablecoins, en vrai. Hein. Avant, le narratif crypto, c'était j'ai $1 sur la blockchain. Demain, le narratif crypto, c'est j'ai $1 sur la blockchain, mais il est émis par une entité régulée, surveillée, obligée d'identifier tous ses clients, incapable d'obéir à des ordres légaux. Incapable d'obéir à des ordres légaux, pardon. Donc ça veut dire que demain, si jamais tu as une activité qui est suspecte, eh bien, ils vont bloquer tes fonds, ils vont geler tes cryptos, voilà, alors que tu n'as rien fait, tu es juste un kidam comme les autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà dans les banques se faire. Il y a des gens qui se font bloquer leur compte parce qu'ils ont reçu 300 balles, on ne sait pas d'où, tu vois, des choses comme ça. Alors c'est une façon de nuire à des gens, d'ailleurs, de faire ça. D'envoyer, par exemple, un virement pourri ou un truc comme ça. C'est une façon de nuire à des gens. Et donc, tu as compris qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Et on a une nouvelle couche bancaire, en fait, qui est en train de se créer. Donc, c'est une couche bancaire qui est plus rapide, plus moderne, qui est mondiale, mais qui reste une couche bancaire quand même. Exactement l'inverse. C'est vraiment une inversion totale des valeurs des cypherpunks et de ce qu'on pouvait avoir avec Bitcoin, par exemple. Bitcoin ou Monero. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, est-ce que l'USDT va être interdit en Europe? C'est pas ça la question. La vraie question, c'est est-ce que tu vas pouvoir utiliser l'USDT et l'USDC à travers des circuits de plus en plus contrôlés? Est-ce que, par exemple, si demain, je mets mes USDC sur Kraken et que je fais un virement vers mon compte bancaire, est-ce que Kraken, déjà, va autoriser le virement? Déjà, premier point. Est-ce que, deuxième point, la banque ne va pas geler mon compte bancaire? Donc, tu es obligé maintenant, à cause de ça, tu es obligé d'avoir plusieurs comptes bancaires pour éviter de te faire geler ton compte bancaire où tu as ton courant, quoi, tu comprends? Donc, c'est vraiment en train de devenir une problématique d'aujourd'hui, si tu veux, quoi, et une vraie problématique qui est pénible et auquel beaucoup de gens commencent à être confrontés, alors que ce sont, pour la très très grande majorité, évidemment, des gens qui sont totalement innocents. Alors évidemment, tant que tu as ton stablecoin sur la blockchain, ton token, il est dans ton wallet, il n'y a pas de souci, tu comprends? Tu peux continuer d'envoyer et recevoir via ton wallet, etc. Le problème, c'est que les portes d'entrée deviennent contrôlées. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec Binance. Binance qui va se faire refuser, peut-être, c'est pas encore fait, qui va se faire peut-être refuser l'accès au marché européen. C'est un comble quand même. C'est assez incroyable. Visiblement, d'après ce qui circule, alors moi je n'ai pas de quoi le vérifier, ça, mais d'après ce qui circule, ce serait une décision politique. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas juste de posséder un token, c'est pas juste d'avoir accès à des exchanges, c'est de pouvoir utiliser tout ça. Est-ce que je peux acheter facilement aujourd'hui de l'USDT, par exemple, en Europe? C'est pas le cas, je te le dis. Est-ce que je peux vendre facilement mon USDT? La réponse, c'est non. C'est compliqué aujourd'hui si tu as de l'USDT pour pouvoir le transformer en autre chose. Par exemple, si tu veux envoyer ton USDT sur un autre exchange, eh bien, tu vas te retrouver coincé. Tu vas pouvoir les envoyer et tu ne peux rien en faire. Tu ne peux que te les renvoyer. C'est le cas, par exemple, sur crypto.com et sur d'autres exchanges où l'USDC est désormais inutilisable. Est-ce que tu peux les convertir en euros? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas pouvoir te faire un virement pour convertir tes crypto-monnaies en euros? Ou est-ce que c'est terminé, ça? Est-ce que tu peux retirer tes cryptos vers une banque, vers ta banque? Est-ce que tu es obligé d'utiliser des plateformes régulées? Est-ce que tu ne peux pas utiliser toutes sortes d'autres plateformes? Parce que
La crypto, c'est pas que les plateformes régulées, heureusement d'ailleurs. Est-ce que tu peux accéder à de la liquidité? Aujourd'hui, si toutes ces étapes, par exemple, passent par un KYC, de la conformité, des listes noires, des règles bancaires, tu vois, ça veut dire que le stablecoin, aujourd'hui, c'est autre chose. C'est un stablecoin qui est effectivement sur une blockchain, mais il a un usage qui est devenu un usage bancaire. Et c'est là que tu te rends compte que l'acte, il est genius, hein. Le piège, il est intelligent. Les régulateurs, en gros, ils n'ont pas besoin de faire un KYC pour chaque wallet individuellement, hein, pour reprendre le contrôle en fait de tout ça. Ils peuvent simplement contrôler les émetteurs. Donc, ils peuvent contrôler, par exemple, les exchanges, tout ce qui est rampe fiat, donc tout ce qui te permet de faire la transformation de tes cryptos en fiat. Ils peuvent contrôler aussi les entreprises, hein, qui permettent de passer du monde bancaire au monde crypto, hein, donc achat et revente. Et donc, à partir de là, en fait, ils contrôlent l'essentiel du flux. Ils n'ont pas besoin de contrôler, en gros, la blockchain. Le vrai pouvoir, du coup, il est à l'entrée et à la sortie. Si tu rentres en crypto avec des euros, bah, tu es contrôlé. Si tu sors de la crypto vers un compte bancaire, tu es contrôlé. Si tu utilises une plateforme centralisée, tu es contrôlé. Tu convertis tes gains, tu es contrôlé. Tu transformes tes stablecoins en argent utilisable dans le monde réel, peu importe le moyen, tu es contrôlé. Voilà, c'est le contrôle en fait qui est efficace. Et aujourd'hui, c'est ça vraiment que la réglementation est en train de mettre en place. Ce n'est pas juste une histoire de papier administratif. Il y a des applications bien réelles dans la vie de tous les jours. On est sur une transformation aujourd'hui du rôle des stablecoins. Pendant des années, les stablecoins, ils ont servi de dollars parallèles en vrai, hein, dans la crypto. Aujourd'hui, les États, ils ont compris que si les stablecoins deviennent assez gros, c'est une infrastructure financière stratégique, hein, et il y a des centaines de milliards de dollars aujourd'hui dans les stablecoins, donc ils ne peuvent pas laisser le truc traîner comme ça. Et donc, aucune grande puissance va laisser une infrastructure stratégique hors de contrôle. Ça concerne l'Europe, ça concerne la Chine, ça concerne les États-Unis. Voilà, le cœur du sujet aujourd'hui, c'est véritablement ça au niveau de la crypto. Les États-Unis, ils veulent pas tuer les stablecoins, hein, ça permet de financer quand même une partie de leur dette. Donc eux, ils y voient un avantage. Par contre, en Europe, c'est exactement l'inverse. En Europe, pour nous qui utilisons, tout le monde qui est dans la crypto aujourd'hui utilise des US dollars. Hein. C'est la monnaie mondiale pour la crypto, on va dire. Hein. Donc pour nous, en Europe, par contre, c'est pas la même. Hein. Et on peut voir aujourd'hui, par exemple, que Binance a des difficultés, hein, à être autorisé. Si demain, des millions de personnes utilisent des dollars tokenisés pour payer, trader, épargner ou transférer d'argent, de transférer juste du pognon, hein, c'est le dollar, hein, qui reste au centre du jeu. Et donc le stablecoin, c'est extrêmement positif en vrai pour les États-Unis. Hein. Mais voilà, ça ne peut pas être n'importe quel stablecoin, ça ne peut pas être un stablecoin algorithmique. Hein. On comprend pourquoi les stablecoins algorithmiques ont été éliminés les uns après les autres. Ça ne peut pas être un stablecoin opaque, hein. Ça doit être un stablecoin qui doit circuler sous contrôle et pas un stablecoin qui circule sans contrôle et qui permet d'échapper complètement au système. Hein. Donc ce que veulent véritablement, c'est avoir des stablecoins qui sont compatibles avec le système, qui peuvent être régulés, surveillés, des stablecoins où les entreprises émettrices respectent les sanctions. En gros, s'ils te demandent de bloquer tes fonds pour raison X ou Y, peu importe la raison, hein, ils vont le faire. Voilà, ils peuvent bloquer du coup des transactions. L'émetteur doit être identifié et puis les réserves de ces stablecoins doivent être contrôlées. Aujourd'hui, il y a une partie du monde de la crypto, en vrai, qui est en train d'être bancarisé, hein. Il faut bien se rendre compte de ça. Alors d'un côté, c'est assez bullish en vrai, parce que tu te dis, c'est bon, il y a une adoption qui est en train de se faire, etc. Mais d'un autre côté, c'est assez inquiétant, parce que on peut imaginer, par exemple, des problèmes qui sont liés principalement à la conformité, hein, parce que là, l'adoption, du coup, elle a un prix. Hein. Le prix, ça va être le KYC continu, hein, une surveillance continuelle, des sanctions, évidemment, le fait de pouvoir être blacklisté, le gel de compte, le reporting, la traçabilité, le contrôle des émetteurs. Voilà, on est vraiment à un moment donné où il y a un paradoxe qui est en train de se faire. Et voilà, la crypto devient de plus en plus grosse, mais de moins en moins libre. C'est ça la vérité. Hein. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires de la vidéo. Moi, j'essaie de répondre à tout le monde comme d'habitude. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!